Bonjour à tous, comment choisir une destination montagne? Certains s'attachent aux services proposés par une station, d'autres encore sont sensibles plutôt à une localisation, d'autres enfin s'intéressent aux questions de développement durable. Alors dans le milieu de la montagne, il existe deux labels. Tout d'abord le label Green Globe et puis autre label, c'est le label Flocon Vert décerné par l'association Mountain Riders. Alors avantages et inconvénients, c'est le thème de notre émission Point de vue. Nos deux invités du jour, tout d'abord Pascal Tournier, le directeur du domaine skiable Grand Massif labellisé Green Globe. Et puis ensuite nous aurons Camille Régorès, directrice de l'association Mountain Riders, qui elle justement décerne ce label Flocon Vert. Point de vue et les labels de la montagne, c'est parti! Le label Green Globe est un label international. Nous sommes aujourd'hui du côté de Flaine, précisément dans un établissement, le Terminal Neige, le Totem, qui nous accueille aujourd'hui. Alors, le domaine Grand Massif a le label Green Globe depuis 2016 précisément, et nous sommes avec le directeur de ce domaine skiable, Pascal Tournier. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, depuis 2016, vous avez ce label. Tout à fait. Green Globe. Tout à fait. Pourquoi une station de ski, un domaine skiable plutôt, s'est engagé dans une démarche de label et ce label Green Globe? Aujourd'hui, le label Green Globe est un label qui correspond à notre métier. Il faut savoir qu'à l'origine, le label Green Globe a été initié par les hôteliers. C'est un label effectivement international, dont la validation, pour l'anecdote, s'est passée à Los Angeles ou à San Francisco. Je ne sais plus, je crois que c'est Los Angeles, voilà. Et donc c'est un label qui correspond à des sociétés de services, ce que nous sommes, puisque nous sommes exploitants de domaines skiables et nous offrons à nos clients un service de ski. Et vous êtes une exception, vous êtes le premier domaine skiable au monde labellisé Green Globe. Alors nous sommes le premier label au monde labellisé dans la totalité de ses activités. Pour rendre à César ce qui est à César, Tignes a initié la démarche sur la partie remontée mécanique seulement. Tandis que nous encadrons l'ensemble des services, remontée mécanique, piste, neige, damage, etc. Et à ce titre-là, effectivement, nous sommes le premier domaine skiable à être labellisé Green Globe dans sa totalité de ses fonctions. Alors pourquoi un domaine skiable rentre dans cette démarche d'un label d'abord et du label Green Globe? Alors, il faut savoir qu'avant, nous avions une certification qui est la certification ISO 9001, qui est une certification franco-française, qui est plus adaptée à l'industrie qu'à nos sociétés de services. Et le label Green Globe, nous appartenons à un groupe qui s'appelle Compagnie des Alpes. Dans ce groupe, nous avons fait un petit benchmark des différents labels. Je pense à la certification ISO 9001, je pense à Green Globe et je pense à bien d'autres. Green Globe coche toutes les cases. C'est-à-dire que tant sur les process et la qualification des process que sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc à ce titre-là, nous sommes engagés dans ces démarches parce que ça correspondait tout à fait à ce que l'on était et ce que l'on avait envie de faire. Mais vous vous êtes dit à un moment, on a besoin d'aller chercher ce label pour valoriser nos bonnes actions? C'est comme ça que ça s'est passé? Alors nous avions besoin d'un label effectivement pour montrer ce que l'on fait, pour montrer à nos clients tout ce que nous faisons. Puisque effectivement, généralement nos clients nous voient comme des graisseurs de poulies et des gens qui font tourner des poulies et ça s'arrête à peu près là. Or il se trouve que notre activité va bien au-delà de ça, d'accord, tant sur l'aspect global d'un parcours skieur, en passant par les caisses, les remontées mécaniques, les pistes qui sont entretenues la nuit, etc. Et puis tout ce qui est annexe, à savoir la préservation de notre environnement. Nous avons engagé, et là aussi les premiers, l'Observatoire environnemental, là en 2007, d'accord, qui lui analyse notre environnement au sens de l'environnement sur faune, flore et paysage, avec un suivi annuel. Nous sommes aidés par des bureaux d'études, etc. Donc cette partie-là, Observatoire environnemental, rentre complètement dans un des thèmes de Green Globe. Parallèlement à ça, nous avons une autre action, nous mettons en valeur les OGM. Qu'est-ce que sont les OGM pour vous? J'aime assez la réaction des gens quand on prononce ce terme, parce qu'effectivement, OGM ne veut pas dire ce que vous pensez, mais ça veut dire origine grand massif. Et pas organisme génétiquement modifié. Tout à fait. Et donc, origine grand massif, c'est une mise en valeur de nos partenaires locaux sur la gastronomie, l'artistique et l'industriel. Donc, nous ne vendons pas de produits, nous mettons en avant auprès de la multitude de clients qui viennent nous voir
l'ensemble des acteurs de ce territoire, parce que ce territoire est bourré de talents. Et donc notre rôle là, sur cette partie OGM, c'est de mettre en avant les talents des acteurs du territoire. Alors, si on Donc ça, c'est encore un autre thème, des cases Green Globe. Alors, si on comprend bien, Pascal Tournier, vous aviez déjà fait un certain travail en amont et puis, du coup, vous êtes entré dans cette démarche Green Globe. C'est combien de critères vous avez dû vous adapter à combien d'exigences, on va dire, pour rentrer dans Green Globe? Alors, Green Globe, c'est à peu près 350 à 400 critères. C'est énorme. Oui, tout à fait. Donc, il coche une multitude de thèmes. Hein. Mais ça va de quels sont les gens que vous faites travailler, votre politique sociale avec votre personnel, comment vous vous inscrivez dans le territoire, comment vous vous occupez du patrimoine culturel du territoire dans lequel vous êtes, donc référence au OGM par exemple, ou Observatoire environnemental, quelle est votre action pour l'environnement, etc., etc. Sur ces 350 critères, 50 sont rédhibitoires. Donc soit on les a, soit on les a pas. Tout à fait. La différence entre Green Globe qu'on connaît aujourd'hui et une ISO 9001, et c'est un avis tout à fait personnel dans ce que je vais dire, c'est que Green Globe, c'est à l'anglo-saxonne, donc vous avez une preuve, vous montrez votre preuve, le critère est validé. C'est plus compliqué dans une certification ISO 9001 où la nuance est plus subtile, dira-t-on. Donc j'aime bien cet aspect, je montre, je prouve, c'est validé. Alors donnez-nous un exemple précisément de ce que vous avez dû montrer et prouver pour rentrer dans Green Globe. Donc typiquement, nous sommes challengés sur nos économies énergétiques. Donc nous avons dû produire vis-à-vis de l'auditeur Green Globe l'évolution de nos consommations électriques au travers des factures que l'on reçoit. Ah carrément, vous présentez la facture. Voilà. Donc sur la facture, vous aviez consommé tant de kilowattheures, cette année nous sommes à tant, etc. Donc il évalue sur des preuves aussi pratiques que cela. Et par exemple, sur le personnel embauché localement, vous donnez les adresses de vos personnels? On montre l'ensemble des gens où est-ce qu'ils habitent, voilà. Effectivement, donc on valorise, et pour le coup, là, 64% de notre personnel vit en Haute-Savoie. Dans ces 350 critères, on a dit, de Green Globe, il y a eu des choses un petit peu surprenantes, j'imagine? Des choses, alors là, ça va être compliqué de rentrer dedans? J'ai envie de vous dire que non, parce qu'il se trouve que les thèmes sur lesquels on pourrait avoir des difficultés à approuver, on les avait déjà préparés, enfin en tout cas, on était déjà dedans avec OGM par exemple ou l'Observatoire environnemental, qui ne sont pas des thèmes généralement usités dans les entreprises. Ce que l'on fait avec Origine Grand Massif, nous sommes les seuls à le faire. Donc on met en avant les acteurs locaux. Ce n'est pas forcément le cœur de notre métier. Notre cœur de métier, c'est d'accueillir nos clients et de les faire skier. Donc on sort un peu de notre cœur de métier. Donc on peut être surpris quelquefois par les questions qui sortent du cœur de métier. Mais par contre, on est en pleine responsabilité sociétale de mon point de vue. Et donc là, Green Globe vient cocher ces cases-là. C'est là qu'on peut être un peu surpris. Il se trouve que pour notre part, on avait la chance d'avoir déjà OGM. Comment est-ce que l'on arrive après, du coup, à valoriser cette démarche auprès de votre clientèle, vos vacanciers, vos skieurs? Alors, aujourd'hui, nous mettons en valeur notre démarche peu, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Les vacanciers savent peu que oui, le Grand Massif est labellisé Green Globe. tout à fait. Ce n'est pas encore un axe de communication. Par contre, on a de plus en plus d'interrogations de la part de nos tour opérateurs, hein, avec lesquels on travaille, de savoir qu'est-ce que l'on fait dans ces thèmes-là, sur ces aspects-là. Donc je pense qu'un jour, ça sera un critère déterminant du choix de la destination. Et quand on voit par exemple une station comme Serre Chevalier qui a l'ambition d'ici à 2021 d'avoir 30% d'énergie renouvelable, c'est des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent et ça pourrait aussi rentrer dans votre périmètre, ce genre de choses? Alors complètement. D'ailleurs, Serre Chevalier fait partie du groupe auquel nous appartenons, la Compagnie des Alpes, et le fonctionnement au sein de la Compagnie des Alpes, certaines filiales testent en tant que prototype certains sujets, et en fonction des résultats obtenus, c'est plutôt déployé sur l'ensemble des sites. Ah, c'est-à-dire que vous pourriez reprendre des choses? Oui, tout à fait. Pour le Grand Massif? Typiquement, l'année prochaine, enfin pas tout à fait, oui, si en 2020, on va construire une télécabine. Ils ont testé des panneaux solaires souples sur leur remontée mécanique. Il se trouve qu'ils sont dessous les gares, mais avec la réverbération de la neige, le rendement s'avère bon. Donc du coup, quand nous allons construire notre télécabine, nous mettrons aussi des panneaux souples, mais parce que l'on sait que ça fonctionne et qu'ils l'ont testé. Donc typiquement, oui, nous sommes très intéressés par ce qui se passe à Serre Chevalier, qui est une belle expérience, hein, qui est une très belle expérience. Qui dit belle expérience, nous allons profiter
des actions qu'ils ont menées. Pour s'améliorer un peu plus chaque année. Tout à fait. Alors vos contraintes maintenant vis-à-vis de ce label Green Globe, est-ce que vous avez des contraintes? D'abord, vous le renouvelez chaque année, comment ça fonctionne? Alors c'est un label où on a un audit sur site tous les 2 ans et un audit au téléphone chaque année. Enfin, une fois au téléphone, une fois sur site. Donc à charge à nous de montrer que nous progressons sur l'ensemble des critères. Parce qu'il faut progresser. Oui. Alors, nous sommes partis assez haut, j'ai envie de vous dire, puisque pour avoir la certification Green Globe, il faut avoir 50% des critères validés. Nous sommes partis à 74%, et nous sommes aujourd'hui à 80-83%. Donc nous progressons presque un peu trop vite si on réfléchit en matière de progression. Mais malgré tout, oui, il faudra monter notre progression, où je pense en tout cas le maintien d'un très bon niveau de respect des critères. Est-ce que ce label international qui est Green Globe peut finalement peut-être presque plus toucher la clientèle internationale? C'est peut-être aussi ça le pari de demain? Oui, certainement. Les anglo-saxons sont très sensibles à ces sujets-là. Je ne veux pas dire que les Français s'en fichent, hein, pas du tout. Mais nos clientèles étrangères sont quelquefois beaucoup plus sensibles que peuvent l'être nos populations nationales à ces sujets. Mais on sent aussi dans notre pays une montée d'intérêt pour ces critères. Donc oui, je pense que demain, certainement, cela, encore une fois, peut être un critère de choix discriminant quant au choix de la destination. Qu'est-ce qui est vertueux, qui était un bon exemple de ce qui était fait sur le Grand Massif et qui pourrait être finalement assez facilement dupliqué dans d'autres stations? Vous pourrez donner un exemple? Alors, les observatoires environnementaux ont commencé à faire des petits un peu partout, hein, puisque donc, nous avons initié cette démarche en 2007, mais c'est par exemple un élément qui se reproduit dans nos stations, indépendamment de Green Globe. Hein. Une fois, ce thème-là est développé. Je crois que Chamonix fait quelque chose qui ressemble un peu à ce que l'on fait avec OGM, où ils mettent aussi en valeur leurs acteurs locaux, l'artisan du coin, le fromager du coin, le paysan du coin, comme nous. Hein. Vous les mettez en valeur de quelle manière d'ailleurs? Alors, on les met en valeur en disant qu'ils sont là, que l'acronyme, c'est de dire à nos clients, vous êtes dans un territoire de talents. La liste des talents, vous les trouverez à tel endroit. Donc nous faisons un petit descriptif de ce qu'ils font, d'accord, avec un contact, et les clients prennent contact directement avec eux. Ça se retrouve sur un site internet, sur une brochure? Oui, on fait à la fois de la brochure, à la fois du site internet, et puis depuis 2 ans maintenant, nous avons des dégustations de produits au sommet du domaine skiable, qui est plutôt apprécié par la clientèle. Et même ça, c'est Green Globe? Ça, c'est Green Globe. Voilà. Non, mais c'est ça aussi qui est intéressant, voilà. C'est-à-dire que le Green Globe, c'est des contraintes, mais c'est aussi peut-être une animation touristique. En fait. Oui, on est dans le circuit court, on est dans tous ces thèmes-là, hein, qui aujourd'hui sont des sujets prédominants dans notre société. Aujourd'hui, Pascal Tournier, ce label Green Globe, il est plus ou moins acquis. Pour autant, vous avez mal communiqué dessus, c'est un petit peu ça? Oui, tout à fait. Vous pourriez faire plus? Oui, nous pouvons communiquer. Pour mieux expliquer à votre clientèle? Oui, il faut qu'on assure nos bases de traitement de tous ces sujets, très clairement, qu'on soit fort sur nos bases, et là nous pourrons communiquer à notre clientèle les actions qu'on mène de façon forte et claire, transparente. On ne veut pas faire de greenwashing, ça ne nous intéresse pas. Oui, c'est ça. Voilà, non, ça ne nous intéresse pas. Donc aujourd'hui, on mène des actions concrètes, pratiques, sur le terrain, dans laquelle on a emmené l'ensemble de notre personnel. Donc l'étape d'après, pour le Grand Massif, c'est finalement de retrouver un certain retour sur investissement par rapport à ce label Green Globe, c'est un peu ça, vis-à-vis de la clientèle. Peut-être en termes d'image, peut-être pas d'argent, mais d'image. En termes d'argent, certainement pas. En termes d'image, probablement, même si au départ, ce n'est pas ce qui a mené notre démarche. Mais malgré tout, on a intérêt de faire savoir ce que l'on fait. Et c'est peut-être aussi un peu l'avenir de certaines stations ou des stations. C'est fort probable. Merci à vous, Pascal Tournier. On rappelle, plaisir. Vous êtes le directeur de ce grand domaine skiable qui est le Grand Massif avec les stations de Flaine, Les Carreaux, Samoin, Morillon. J'en ai oublié? Sixte. Et ben voilà. Merci à vous, Pascal Tournier. Merci de nous avoir rendu visite. En matière de développement durable, une association a créé le label Flocon Vert. C'est l'association Mountain Riders. Sur 300 stations en France, seules 6 stations sont labellisées Flocon Vert. Nous recevons donc aujourd'hui la directrice de cette association Mountain Riders, Camille Régorez. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, l'association Mountain Riders a créé ce label Flocon Vert et pour l'instant, ce label ne concerne que 6 stations. C'est donc un label exigeant. Avant de parler de ce label, parlons d'abord de ce qu'est l'association Mountain Riders. Quelle est cette association? Elle a été créée quand et pourquoi faire? Nous sommes une association d'éducation au développement durable en montagne, créée il y a maintenant quelques années, ça remonte à 2001, donc bientôt 20 ans. 20 ans d'action sur différents champs d'action, mais qui ont tout un lien qui est éducatif, objectif, accompagner le changement de comportement,
à la fois des professionnels de la montagne, de leurs pratiquants et du coup de la jeunesse. Donc aujourd'hui, on travaille sur 4 grands champs d'action que sont l'accompagnement et l'éducation des enfants et des jeunes sur les questions de climat, de consommation responsable dans nos activités touristiques, dans nos activités sportives, par exemple. On travaille également sur la formation des futurs professionnels de la montagne ou des professionnels en poste, sur des questions d'adaptation, de changement climatique, comment demain un moniteur de ski continuera d'avoir une activité économique liée à la montagne, comment, enfin voilà, tous ces métiers, hein, les métiers de la montagne sont très larges. Comment vont-ils s'adapter aux évolutions? On travaille du coup également en direction du grand public et des pratiquants avec une opération qui est historique parce que c'est de là d'où on vient. C'est la campagne de ramassage de déchets en montagne qui s'appelle les Mountain Days et qui a pour objectif de créer un vrai mouvement citoyen sur les stations autour de cet enjeu de protection et de nettoyage. Et enfin, notre 4e champ d'action qui a pour objectif de à la fois accompagner les stations de montagne et informer le consommateur, c'est le Flocon Vert. Alors, combien de salariés sur l'association Mountain Riders? Alors, on est exactement 4 salariés à temps plein. À l'année, pour mener toutes nos actions et nos projets, on a aussi dans l'équipe des volontaires, voilà, d'autres collaborateurs avec qui on travaille. Donc, on va dire qu'on est une petite dizaine au quotidien chez Mountain Riders. Et bien évidemment, on a un mouvement associatif sans qui les actions n'avanceraient pas, qui est réparti sur tous les massifs de montagne en France, c'est-à-dire qu'on a des antennes locales dans le Jura, les Vosges, les Pyrénées, les Alpes du Sud, Paris. Quel est maintenant ce label Flocon Vert? Je le disais, seules 6 stations sont labellisées Flocon Vert. C'est quoi ce label? Il est né en fait de nous une expérience qu'on a acquise auparavant, notamment via l'éco-guide des stations de montagne, qu'on a édité pendant 7 ans et qui avait pour objectif d'informer le touriste, de créer de l'échange de bonnes pratiques entre stations. Et le constat au bout de 7 ans, ça a été de dire, bon, il y a quand même des bons élèves et des stations qui vont loin, mais globalement, au vu des enjeux et de l'accélération globale dans laquelle on est, hein, il faudrait peut-être passer la vitesse supérieure. Donc de cet éco-guide, puis du travail sur la première charte en faveur du développement durable en montagne que nous avions co-créé avec l'ADEME et l'Association nationale des maires de montagne en 2007, c'est tout naturellement qu'en fait, en 2011, on a commencé à travailler ce palier supérieur qui est le Flocon Vert pour arriver à montrer les bons élèves et à emmener les stations dans une vraie démarche de progression pour atteindre un niveau d'exigence élevé. Mais on parle de label, on parle de confiance aux consommateurs. Donc, à un moment donné, il faut ces exigences-là. En tout cas, il faut que les valeurs soient claires et... Alors, un label, c'est toujours des critères. Combien de critères pour ce label Flocon Vert? Alors, aujourd'hui, on a une vingtaine de critères qui sont regroupés dans 4 grandes familles. C'est premièrement les ressources naturelles et la gestion de l'environnement. Ça, c'est une grande famille de critères. Il y a également celle de l'économie locale. Comment la station favorise la dynamique justement locale et comment elle suit ces indicateurs-là. Il y a toute une partie de critères sur l'enjeu social du territoire, comment le patrimoine est mis en valeur, comment les différents publics sont pris en compte. Et enfin, le 4e, qui finalement est un peu l'engrenage de tout ça, c'est la gouvernance. C'est comment le territoire co-construit sa stratégie de durabilité de manière partagée. Alors, on va un peu décortiquer tout Voilà. ça pour bien comprendre dans ces 20-21 critères et ces grandes thématiques. Par exemple, ça veut dire que rentre dans le label, il faut forcément avoir des transports en commun, j'imagine. Oui. Une gestion des déchets, par exemple. Une Exactement. gestion de l'eau raisonnable et raisonnée, Oui. y compris quand on fait de la neige de culture. Oui. Voilà, dans le détail, comment ça fonctionne? Exactement. Donc, je vous parle de ces 4 grandes thématiques. Concrètement, dans cette vingtaine de critères, il y a en fait 130 indicateurs. Ce qui est vaste, et c'est tout l'enjeu et la force du Flocon Vert, mais c'est ce qui en rend aussi du coup sa difficulté, c'est qu'on est vraiment sur un label très transversal. On va parler de mobilité douce, on va parler d'enjeux de gestion des déchets et de leur réduction à la source. Et en même temps, on va parler de tourisme et handicap,
on va parler de sensibilisation et d'éducation auprès des enfants, ça touche, c'est multi-acteurs. C'est-à-dire que ça ne récompense pas seulement une structure, une entreprise ou un seul acteur, ça vient récompenser l'ensemble de la destination. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la démarche on va dire de remplissage de ces critères-là ne se fait pas avec du coup quelques techniciens dans un coin, c'est une démarche participative. C'est-à-dire que ce diagnostic, il est partagé, on vient animer des séances de travail collectives sur le territoire, sur la station, pour récolter l'ensemble de ces données. Ensuite, Mountain Riders dresse ce qu'on appelle une analyse durable, un premier diagnostic qui va donner une couleur, une tendance au territoire, à la station, pour savoir si elle passe à l'étape suivante, qui est celle de l'audit de terrain, où là, on vient voir concrètement ce qui est mis en place et ce qui va être mis en place. Prenons 2-3 exemples quand même de ce que vous prônez ou vous souhaitez dans les stations sur la gestion de l'eau et de la neige de culture quand même, la gestion des déchets peut-être, et puis des transports. Prenons un petit peu ces 3 grands domaines. J'imagine qu'il y a des choses là-dedans, c'est un petit peu rédhibitoire si ça n'existe pas, s'il n'y a pas de gestion concertée sur ces questions-là. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est nous, le premier élément qu'on vient vérifier, c'est la concertation. C'est est-ce que ces enjeux qui sont très forts sont partagés, travaillés collectivement, confrontés aussi. Et puis cette question du transport, faut qu'il y ait un réseau de transport en commun. Mais il peut avoir un réseau de transport en commun simplement qui est mal adapté et très peu fréquenté. Donc nous, le fait d'avoir un système ne suffit pas. Ça suffit pas, il faut aller plus loin. Mais il faut qu'il soit optimisé, usé, utilisé, qu'il soit pertinent, qu'il soit réadapté. Donc c'est souvent là où il y a des marges de progression qui sont importantes. Autre question, je reviens sur la question de la gestion des déchets. Aujourd'hui, tout le monde fait du tri des déchets? Non, pas forcément. Déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont régies par la loi, qu'on est censé respecter. Donc effectivement, aujourd'hui, le tri peut paraître une action effectivement en place. Mesurée aussi, parce qu'on a quand même des collectivités qui ont des compétences là-dessus qui sont très importantes et intéressantes. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que les socioprofessionnels, les hébergeurs, les restaurateurs sont emmenés dans une dynamique collective de aller plus loin sur cet enjeu du tri. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs restaurateurs travaillent collectivement sur l'enjeu du compostage? Pas forcément. Voilà. C'est des actions sur lesquelles, pareil, on peut aller beaucoup plus loin. On peut emmener vraiment tous les acteurs de la station dans cette dimension, et puis on peut aussi aller plus loin sur améliorer les taux d'efficacité de tri. Et ça, c'est propre vraiment à chacun des territoires qui a des clientèles françaises, locales, étrangères, et du coup, ça nécessite de mettre des dispositifs de sensibilisation qui sont quand même très spécifiques. Donc, il ne suffit pas de se contenter d'un minima, il faut vraiment prendre la problématique à échelle locale avec ces enjeux locaux et essayer d'aller plus loin. Alors, ce label Flocon Vert, on l'a dit, c'est un label exigeant, peut-être un peu trop exigeant quand on voit que seulement 6 stations sont labellisées Flocon Vert alors qu'on dénombre à peu près 300 stations en France. Ce label, il est quoi? Il est très exigeant, trop exigeant? Non, il est exigeant. Il ne l'est pas trop, il est nécessaire qu'il le soit. Aujourd'hui, 6 stations sont labellisées pour information. On peut les citer? Oui, on peut les citer, bien sûr. Donc, il y a la station, donc il y a la vallée de Chamonix-Mont-Blanc sur la Haute-Savoie, les Rousses dans le Jura, la station de Châtel, également en Haute-Savoie, Champs-Rousse en Isère, la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées et Valberg dans les Alpes du Sud. Depuis le début de la démarche, donc c'est-à-dire 2013, donc ça fait maintenant environ 5 ans, environ 25 territoires sont rentrés dans la démarche. 6 ont obtenu le label. Ce qui veut dire que certaines stations sont en train de travailler à son obtention, ou en tout cas de se mettre à niveau. Si aujourd'hui le Flocon Vert avait labellisé 80 stations, enfin pour nous c'est impossible. Aujourd'hui, de stations, on va dire, à ce niveau requis, les 300 n'y sont pas, c'est évident. On est plutôt à 30, 40 stations. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être patient. Nous, effectivement, ça nous demande forcément de prendre en compte cet enjeu d'arriver à tirer les stations dans la démarche et en même temps à conserver
ce gage de qualité et d'indépendance qu'on a à travers le label. Donc c'est un fin équilibre à trouver et c'est aussi en animant le label, en le faisant connaître, en le faisant vivre et en animant des ateliers auprès des stations pour qu'elles commencent à s'y intéresser, à venir s'y frotter, que les choses vont avancer pas à pas. Mais pour nous, c'est pas un mal en soi qu'aujourd'hui on ait 6 stations. Effectivement, ça peut par contre être encore insuffisant, il faut être honnête, pour que demain, demain hiver 2020, le consommateur ait un choix large de destinations. Mais en tout cas, c'est l'intention et c'est dans ce sens-là qu'on y travaille. On comprend bien qu'il y a une démarche véritablement sur du long terme avec ce label Flocon Vert. Aujourd'hui donc, vous l'avez dit, 25 stations engagées dans la démarche. Certaines vont être labellisées prochainement. Je pense par exemple à des grandes stations. On ne voit pas de stations de Savoie ou de Tarentaise, des grandes stations. On en est où? Certaines sont dans la démarche et nous, on espère, en tout cas 2 devraient aboutir courant de l'année. Voilà, une station de Tarentaise notamment et puis une autre de Haute-Savoie. Ce label Flocon Vert, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui à une station? Il y a une reconnaissance, ça permet, c'est un moyen pour certains vacanciers de choisir une destination ou pas encore? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un outil. Alors vous me direz, oui, mais des outils, il y en a plein. Oui, il y a d'autres outils, mais celui-ci, c'est un outil qui est calibré pour permettre aux acteurs de travailler à échelle destination. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des outils propres aux remontées mécaniques, vous le verrez. Ensuite, il y a des outils propres aux offices de tourisme. Il y a des démarches territoriales propres aux collectivités. Mais aujourd'hui, une démarche qui vient emmener ces 3 niveaux d'acteurs ensemble, il n'y en a pas. Donc déjà, ça, c'est la première chose, la première force du Flocon Vert. Et ensuite, effectivement, certaines stations, on le voit, s'en emparent pour réellement opter pour un positionnement marketing de leur destination sur du tourisme responsable. D'autres l'utilisent plutôt pour venir valoriser en interne des démarches existantes. Et si je cite par exemple les Rousses, on voit aux Rousses, dans leur enquête de satisfaction, eh bien le petit pourcentage de clientèle qui choisit la station parce qu'elle est labellisée Flocon Vert grandir d'année en année. Donc c'est tout petit encore, pareil, soyons honnêtes à nouveau, mais c'est là, ça existe et demain, demain ça sera essentiel, indispensable. Incontournable. Et incontournable. On a bien compris. Merci à vous Camille Régoré. On rappelle que vous êtes la directrice de l'association Mountain Riders qui a donc mis en place ce fameux label Flocon Vert. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission Point de vue consacrée aux labels et à la montagne, les labels de la montagne. Cette émission Point de vue, vous pouvez la voir et la revoir sur notre site internet grâce au replay sur montblanclive.com. On se dit évidemment à la semaine prochaine.